Aline, je suis trop contente de t'avoir sur le podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es entrepreneur, tu es podcasteur, tu as un podcast qui s'appelle Je peux pas, j'ai business, qui est incroyable et qui est super écouté. Je pense que c'est vraiment une des Merci. références les plus connues dans le business sur le marché français. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir sur toi pour comprendre comment t'en es venu à entreprendre, à faire ce que tu fais aujourd'hui? Si on ne te connaît pas, on n'a aucune info sur toi. Qu'est-ce qui t'a amené dans ton enfance, dans ton parcours, à te dire un jour, je vais entreprendre et je vais me créer mon propre chemin? Merci Myriam pour l'invitation, Avec l'accueil et plaisir. cette première question parce qu'on va plonger deep Ouais. directement. Ce que je dirais à quelqu'un qui ne me connaît pas pour comprendre où j'en suis arrivée aujourd'hui, c'est que j'ai pas de storytelling poignant, traumatisant, douloureux et autres. Souvent, ça a été un complexe pour moi parce que je me disais, en C'est fait, vrai. j'ai une enfance heureuse, mes parents sont toujours en couple, ils sont encore amoureux l'un de l'autre, etc. J'avais pas vécu de gros traumatisme dans ma vie qui m'a créé des déclics et qui m'a dit je vais changer toute ma vie. Par contre, j'ai grandi avec deux figures parentales très différentes. Mon père qui était entrepreneur et ma mère qui était salariée fonctionnaire en hôpital public. Donc vraiment, les conversations politiques à table, c'est toujours... c'est un vrai cirque, mais c'est toujours très très drôle. Et en fait, du coup, j'ai pris un peu le meilleur des deux mondes. J'ai la fibre entrepreneuriale qui me vient de mon père, plutôt, qui a toujours poussé, valorisé cette voie-là. Et puis un peu toutes les valeurs plus de gauche, de bienveillance, d'empathie, d'humain. Non pas que mon père ne soit pas ni empathique ni humain, Ouais. mais on s'entend, qui me viennent de ma mère. Et en fait, quand j'étais petite et à l'école maternelle, je me souviens encore de la maîtresse qui disait mais qu'est-ce que vous voulez faire plus tard Métier. comme métier? Il y avait les astronautes, les vétérinaires, les maîtresses d'école. Et moi, je disais, je veux être chef d'entreprise comme mon papa. Je ne J'adore. savais pas ce que ça voulait dire, je ne savais pas de quelle entreprise à l'époque, mais en tout cas, c'était je voulais être chef d'entreprise. Et finalement, ça m'a jamais quittée. J'ai voulu être décoratrice intérieure, j'ai voulu être photographe, j'ai voulu faire plein de choses. Mais en fait, j'ai jamais été salariée de ma vie. Une fois, j'étais salariée pendant 27 minutes. Mais ça c'est une autre 27 histoire. C'est quoi cette histoire? Ah, j'adore. C'est une anecdote qui est assez drôle. C'est que, en fait, avant d'être coach business et d'avoir le podcast, je bossais comme retoucheuse photo dans le milieu de la photographie de luxe. Donc j'étais sur Photoshop et je bossais en binôme avec les photographes pour Dior, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, etc. Et en fait, je bossais énormément avec une agence et ça se passait tellement bien qu'au bout de 8-9 mois de mission, ils m'ont dit Aline, on aimerait te proposer un CDI pour que tu deviennes retoucheuse in-house. Et sur le moment, j'ai dit non, et après j'ai dit oui, et après j'ai dit non, et après j'ai dit oui, et je me souviens avoir fait au moins 5 allers-retours dans le bureau de la DG sur la même journée, mais même elle, à la fin, elle n'en pouvait plus. Elle me disait, Aline, mais qu'est-ce que tu me fais? Et au bout d'un moment, j'ai dit, ok, bon, d'accord, je signe, j'y vais, je prends l'opportunité, parce que il y avait encore cet appel de la sécurité financière et autres, et j'ai signé. J'ai posé la promesse ou le contrat, enfin voilà, sur mon bureau, et je me souviens, je me suis sentie tellement mal, mais tellement mal, ça a ruminé, et au bout de 27 minutes, je suis retournée voir la DG, je lui ai dit, Dora, en fait, non, je peux pas faire ça. Et du coup, en fait, j'ai pas signé mon contrat, quoi. Ah, c'est trop intéressant. C'est comme si tu avais un peu deux voix. Et tu vois, ça me fait penser à tes parents, un peu les deux voix de tes parents qui sont vachement différentes. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi une voix plutôt qu'une autre? Parce que tu aurais très bien pu te dire, je veux dire, c'est pas garanti que tu choisisses la voie de l'entrepreneuriat. Tu aurais pu te dire, bon, peut-être que, je sais pas, c'est aussi une forme de sécurité, d'une certaine manière aussi, à être salarié. Ou qu'est-ce qui a fait que tu as choisi cette voie-là? C'était un vrai guess. On est 4 enfants, je suis l'aînée, et il y a 2 salariés, 2 entrepreneurs. Donc tu vois, c'est Intéressant, vraiment, ouais. on a fait 50-50. Il y a la réponse philosophique, il y a la réponse thérapeutique. Si je dois les couvrir tous, je dirais, je pense qu'il y a un côté vouloir attirer l'attention de papa. Si vraiment je vais creuser dans mes années de thérapie, Ouais. il doit y avoir ça qui traîne quelque part. Et je pense qu'il y avait aussi l'attrait de la liberté, de l'envie de construire quelque chose par soi-même. Moi, je suis quelqu'un qui suis très drivé par le fait... par la performance et aussi, ça c'est peut-être la version moins glamour, mais par un certain besoin de reconnaissance aussi. Et vraiment, l'entrepreneuriat, c'est la voie royale pour accéder à ça. C'est vrai. Salariat, ouais. Et je trouve que c'est hyper honnête que tu dises ça, parce que je trouve qu'on parle pas souvent de cet aspect-là, de vouloir de la reconnaissance, parce que c'est un peu honteux ou mal vu de se dire je veux de la reconnaissance. C'est très superficiel. Ça fait superficiel, mais en même temps, est-ce que tu penses pas que c'est finalement un besoin naturel qu'on peut avoir en tant qu'humain?
ma version de ma théorie, là-dessus j'ai beaucoup de théories, c'est qu'en fait on est tous drivés par des choses qui sont plus ou moins belles ou sur lesquelles on met des jugements plus ou moins positifs. Et on a tous ces drivers-là. Je connais personne qui soit une mère Teresa et qui soit purement altruiste et qui n'ait pas d'ego ni de besoins fondamentaux liés à des histoires de vie ou autres. Et en fait, je trouve que plutôt on identifie ces triggers ou ces besoins, plutôt on les tourne en force en disant bah, je l'assume, mais en plus j'en fais ma force pour construire un business autour, une identité autour, etc. En fait, plutôt on se l'approprie et on ne laisse pas notre vie être guidée par ça malgré nous, mais on devient acteur en fait. Et on peut s'en servir comme d'une force, comme d'une arme dans notre vie. Donc souvent, avant j'avais beaucoup de honte à parler de ça, de dire oh là là, j'ai un peu besoin de reconnaissance, mais au bout d'un moment j'ai dit mais Aline, t'as un podcast, tu fais tout pour qu'il soit connu, t'as un compte Instagram, tu fais tout pour qu'il soit connu, assume, fais-en une force, brille, aide les autres, et voilà quoi. J'adore et ça m'inspire beaucoup ce que tu dis parce que moi je me suis beaucoup jugée sur ça aussi et je me disais mais non mais c'est pas noble, tu vois, il y a quelque chose de pas noble, il faut vouloir juste aider les autres et pas forcément s'aider soi-même, parce que je pense que cette reconnaissance, elle vient d'une volonté de s'aider nous-mêmes à répondre à un besoin qui est juste naturel et il n'y a rien de mauvais dans ce besoin-là. Pour ceux qui nous écoutent et qui cheminent en ce moment, peut-être qu'ils n'ont pas encore démarré leur business ou peut-être qu'ils ont démarré, mais ils sont dans ce moment-là, dans cette phase où ils se posent la question, bah, j'ai la certitude que je veux être libre, que je veux avoir de la reconnaissance, que je veux avoir un certain pouvoir de décision dans ma vie pour moi-même, mais je me sens pas très claire sur ce qui est vraiment juste pour moi, ce que je suis censée faire. Il y a plein de coachs, de personnes qui me disent plein de choses différentes et je me demande si ça n'a pas été aussi toi, ton cas, à un moment donné, de te poser la question qu'est-ce que je vais faire, comment est-ce que je vais me lancer, etc. Qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes qui sont dans cette phase-là ? Waouh, c'est une bonne question. Alors, je vais évidemment te dire ce que je conseille, mais je pense qu'il ne faut pas écouter les conseils parce que, en fait, tu vois, toi et moi, maintenant, on a un gros inconvénient, c'est qu'on est entre guillemets expert, c'est qu'on a déjà parcouru une grande partie du chemin sur ce point-là en tout cas. C'est vrai. Et en fait, on donne des conseils à quelqu'un qui n'en est tellement pas là. Et je pensais à ça parce que j'avais une conversation avec ma mère hier au téléphone qui me parlait de ma petite sœur, donc qui a 8 ans de moins que moi, et qui me disait « Ah, mais ta petite sœur, il faudrait qu'elle fasse ci, il faudrait qu'elle fasse ça concernant certains de ses choix professionnels. » Et en fait, moi, je lui disais « Mais en fait, maman, il faut juste la laisser faire ses choix. Oui, nous, on a X années de plus, et donc forcément, on ferait les choses différemment parce que pas la même expérience de vie, pas la même personnalité, pas le même background, le même recul, etc. Mais au final, l'important, c'est qu'on fasse des choix qui soient bien pour nous. Et si c'est pas les nôtres, elle fera ses choix et ce sera OK. Et donc, je pense que le conseil numéro 1, ce serait de ne pas écouter les conseils. Et si je me fie, moi, à mon expérience, en fait, ça a été une succession d'opportunités auxquelles j'ai dit oui, sans savoir ce que ça allait donner, sans y mettre non plus trop d'enjeux ou d'attentes, mais juste de dire ok, je suis passionnée de la photo, trop bien. Je pars à New York, trop cool. Oh tiens, à New York, je trouve un stage dans la retouche photo. Génial. Jamais je m'étais dit en amont, j'ai un plan sur 5 ans pour devenir retoucheuse photo professionnelle. C'était suivre les opportunités. Et après, la transition entre la photo et le coaching business, c'était un blog que j'avais lancé sur lequel je partageais tous mes conseils, etc. Ça a commencé à décoller, j'ai eu des demandes de coaching, je me suis formée au coaching ensuite. Et donc, ça a été une succession d'opportunités. Donc, conseil numéro 1, de ne pas suivre les conseils. Conseil numéro 2, d'accepter de ne pas avoir toutes les réponses, mais de dire oui aux opportunités qui se présentent, sans y mettre trop d'attentes et sans non plus en avoir trop peur, et de se laisser guider, parce que moi, je suis persuadée que la vie est quand même bien faite. Ouais. Quand on a le bon état d'esprit, qu'on a toujours quelque chose à apprendre, à retirer, à construire, etc. Vrai. Ouais, c'est hyper vrai ce que tu dis, et j'aime bien ce conseil de ne pas chercher à avoir toutes les réponses, parce que je sais pas si c'était ton cas, en tout cas moi je sais que c'était le mien, c'est que j'avais cette forme de perfectionnisme de me dire, tu vois, même en off, je te disais là pour le podcast, que dans ma tête, il fallait que j'ai tout un studio avec plein d'équipements, etc. Et c'est comme si il y avait cette forme de protection inconsciente qu'on cherchait à poser sur ce qu'on entreprend, en se disant, si j'ai un plan sur 5 ans, si je sais exactement c'est quoi l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3... en fait, je suis protégée d'échouer et d'être ridicule aux yeux des autres. Tout va bien se passer. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est un gros frein pour beaucoup de personnes. Pour ceux qui nous écoutent et qui se disent « Ok, je sais que j'ai pas besoin d'avoir toutes les réponses, mais je sais pas vraiment ce que j'aime. Je sais pas c'est quoi... » Parce que ça, je pense que c'est quelque chose qu'on doit te dire assez souvent, non ? Je sais pas c'est quoi ma mission, qu'est-ce qui m'anime vraiment. Ce serait quoi
un processus ou un cheminement qui pourrait aider les gens à découvrir ce qui peut être juste pour eux là tout de suite? Si seulement j'avais une baguette magique, Marianne, je serais millionnaire. En plus, tu sais, j'ai 2 entreprises aujourd'hui. J'ai une deuxième entreprise qui s'appelle Postadem, que j'ai rachetée en 2024, qui accompagne les gens justement sur de la reconversion professionnelle, trouver Génial. leur mission, J'adore. se lancer en entrepreneuriat si c'est la bonne voie pour eux. Et en vrai, je vois passer tellement de profils différents. Il y a autant de solutions que de profils. Ouais. J'ai pas craqué le code de la formule magique que je pourrais te dire en 3 minutes et qui aiderait les gens à trouver leur mission. Mais pareil, tu vois, on en discutait tout à l'heure en off, juste avant de commencer cet épisode. Je pense qu'il faut juste dire oui aux opportunités. On parlait de beaucoup de voyager, des coûts que ça représentait. On se disait que voyager, c'était aussi un investissement. Ouais. Je pense que je dirais aux gens de tester beaucoup de choses, de pas vraiment se mettre de limites et non plus pas d'attente, parce que je trouve que dès qu'on met trop d'attente sur quelque chose, c'est là où en fait tout devient important, où on se met une énorme pression, et du coup après on est forcément déçu des résultats ou du non-résultat qu'on peut ressentir. Donc vraiment de tester plein de choses, et surtout d'arrêter, alors je suis désolée, je vais pas faire des amis pour dire ça, mais en fait je pense qu'il faut arrêter de courir après l'alignement, la vibration, la voie parfaite, parce que je ne suis pas sûre qu'elle existe, certainement pas pour tout le monde, et certainement pas de manière indéfinie dans le temps. Ou même quand on trouve quelque chose qui nous fait vibrer, toi et moi on fréquente beaucoup d'entrepreneurs, combien d'entre eux te disent en ce moment j'ai plus de sens dans mon business? Moi c'est 95% de mon réseau en ce moment, c'est j'ai plus de sens dans mon business. Et en fait je trouve que on a cette quête de sens en tant qu'être humain, et que même quand on le trouve ça dure jamais vraiment longtemps, donc pas se mettre trop de pression par rapport à ça, et se dire on peut être heureux, épanoui sans se sentir vibré et ultra aligné, on peut être très aligné dans ses hobbies, sa vie perso, sans l'être dans sa vie pro, et vice versa, et pas chercher le Graal, parce que là, encore une fois, on se met une énorme pression qui fait qu'on se bloque. Je crois que c'est la première fois que j'entends ça. Et ça, je trouve ça hyper intéressant, parce que ça me fait réfléchir, du coup, où est-ce qu'on met la limite? Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où on peut se lancer dans un business et se dire, ça m'intéresse, mais je suis pas forcément je suis pas transcendée parce que je suis en train de faire, mais ça m'intéresse, c'est un sujet qui m'intéresse, et puis pousser le truc au point où peut-être qu'à un moment donné ça va même plus nous intéresser parce qu'on perd goût à ça, mais on peut se dire oui mais en fait je vais pas toujours faire ce que je veux ou ce qui me fait vibrer, tu vois. Où est-ce que tu mets le curseur là-dedans, tu vois? Parce que je te dis ça parce que si je te donnais un exemple, l'année dernière moi je me suis lancée dans justement cette quête de découvrir qu'est-ce qui serait le plus juste pour mon business. Et donc, j'ai testé plein de trucs, j'ai lancé des différents programmes, etc. Et puis, à un moment donné où j'avais lancé un programme qui, au début, m'inspirait. Et puis, à petit, ça m'a complètement aspiré mon âme, tu vois. J'ai commencé ça t'a drainé. J'étais vraiment... Mais là c'était une catastrophe. Et en même temps, j'avais ce débat à l'intérieur de moi-même de « Oui, mais Mariam, dans la vie, tu fais pas toujours ce que tu veux. » Et c'est pas le but, c'est pas toujours de... Tu seras pas toujours nourri ou stimulé par ce que tu fais. Et parfois, tu vois, il y a ce questionnement de est-ce que tu écoutes une émotion temporaire? Est-ce que cette émotion, elle est temporaire, qui te dit ah, je suis pas très alignée, je suis pas très animée? Ou est-ce qu'elle l'est pas? Comment... Tu vois ce que je veux dire? Il y a tout un questionnement là-dessus. T'as trouvé la réponse pour toi? La conclusion à laquelle j'en suis arrivée, je te dis honnêtement, c'est que j'ai l'impression qu'il faut un mix des deux. Et qu'est-ce que j'entends par là? Je pense que quand tu aimes faire quelque chose, tu peux le faire à un niveau beaucoup plus élevé que quand tu vois finalement que tu n'aimes pas au quotidien faire cette chose-là. Maintenant, est-ce qu'on fait ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas? On peut aussi faire un peu des deux, tu vois, c'est-à-dire... faire ce qu'on aime en grande majorité, et puis il y a des moments où tu vas faire peut-être des choses qui te plaisent un peu moins, mais qui vont nourrir tes objectifs et tes valeurs les plus hautes. C'est un peu la conclusion à laquelle j'en suis arrivée aujourd'hui, mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, quand tu lances un projet, un business, et que tu vois au quotidien que t'es malheureux, que t'as aucune énergie dans ton corps, que t'es presque déprimé, t'es toujours irritable, même si tu fais plus d'argent, c'est qu'il y a un problème à mon avis. Ça, je suis totalement d'accord. Il y a un gros problème de désalignement. Ouais. C'est un vrai débat, et je pense que moi, la réponse à laquelle je me raccroche, on va dire, en ce moment, c'est OK de vivre un quotidien qui, temporairement,
et pas super kiffant sur tous les plans ou de faire des choses qu'on n'aime pas faire, si on est en train de nourrir une vision long terme qui nous hype, qui nous branche, on se dit ah ouais moi je veux être entrepreneur, je veux être libre, je veux avoir de l'impact, je veux voyager, etc. Ou alors je veux construire une vie de famille, etc. Là c'est ok de se dire tout ne sera pas agréable sur ce chemin-là, mais je nourris, comme tu le disais très bien, des valeurs hautes et une direction. Si à un moment on est en train de nourrir une direction qu'on n'a pas envie de prendre, en fait c'est là où je pense qu'il faut tirer les sonnettes d'alarme et de se dire attends, là j'ai un quotidien qui est pas désagréable mais qui me fait pas non plus ultra kiffer. Par contre la voie dans laquelle je m'embarque, tout droit, je vois qu'elle me correspondra jamais vraiment. Là effectivement ça vaut le coup de mettre un coup de frein et de se dire attends, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est ça, exactement. Est-ce que tu penses que c'est important pour un entrepreneur qui a envie de construire quelque chose ça peut être un business, peu importe la taille de son business, mais qui a envie d'accéder à cette liberté, à une vie qui le fait vibrer sur le long terme. Est-ce que tu penses que c'est important d'avoir des objectifs clairs, une vision claire, une mission claire, tu vois, parce que on parle beaucoup de ça, on dit oui, mais c'est quoi ton why, ton pourquoi? Moi, je me suis creusé la tête sur ces sujets-là et je t'avoue que j'ai l'impression que ça m'a limite fait plus de mal qu'autre chose. Mais toi, c'est quoi ton avis là-dessus? Est-ce que c'est indispensable d'avoir de la clarté sur ça? Tu m'aurais demandé ça il y a 3 ans, je t'aurais dit ah ouais Mariam, de ouf, jamais tu peux commencer un business sans ça. Aujourd'hui j'ai le discours inverse de dire en fait je pense que le why, la mission, etc. elle doit être extrêmement claire mais pour toi, d'un point de vue égoïste. Et je dis toujours à mes élèves et aux personnes que je coach, en fait on a 2 why dans la vie quand on est entrepreneur. On a le why qui est très égoïste, qui est en mode pourquoi est-ce que je veux faire ça pour moi, pour la reconnaissance, pour l'argent, pour la liberté, pour la famille, pour le kiff, enfin. Et je pense que c'est ces raisons égoïstes qui nous drive au quotidien et surtout quand on démarre un business, parce qu'on va pas se mentir, quand on gagne pas encore sa vie, quand on vit pas de son activité, on va pas penser à impacter le monde. On va d'abord penser à payer sa facture d'EDF, c'est clair. à nourrir ses enfants quand on est parents, etc. Donc c'est ok d'être drivé par des choses qui soient très égoïstes. Et ensuite, dans un second temps, on peut avoir une mission plus altruiste, et encore c'est pas le cas de tout le monde et c'est ok. Qui vient prendre le relais quand la motivation est moins là ou qui nous emmène vers quelque chose d'un peu plus grand, parce que construire une entreprise, par exemple, quand on veut avoir un énorme impact, en fait ça demande beaucoup de sacrifices, plus que de juste vouloir construire une activité qui est rémunératrice pour soi, et auquel cas c'est là aussi où la mission on va dire nous porte quand on a moins l'énergie, quand on a moins la motivation. Donc, il faut pas avoir peur d'être égoïste, je pense. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais aujourd'hui t'en es où de cette réflexion pour toi-même? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que tu as une mission claire, une vision claire, ou est-ce que c'est quelque chose que tu vois comme un peu modulable? Je pense que ça se module tout le temps, ça change. En fait, on change en tant qu'être humain, on grandit, on apprend. Moi, j'ai vu, par exemple, dans les grands changements de vie, alors c'est le truc un peu gnangnan, mais tu vois, quand j'ai commencé le coaching business, il y a 6 ans, j'étais célibataire. Et en fait, je suis restée célibataire pendant 8 ans, complètement par choix. Là, je me suis remise en couple depuis 1 an et demi. Et en fait, quand tu te remets en couple, tout ton quotidien change. Tes valeurs bougent aussi, que tu sois content ou pas content d'ailleurs. Et en fait, forcément, ta mission et ton why, ils fluctuent en fonction de ça. Et je pense qu'aujourd'hui, la direction finale que je vois depuis le début est toujours la même. Mais la direction ou l'autoroute que j'ai envie de prendre pour rejoindre le sud de la France, c'est plus la 46 ou voilà, c'est l'autoroute à changer et c'est aussi ok, donc ça fluctue. Ouais, et tu vois, je réfléchissais à ce que tu disais sur la reconnaissance et sur les moteurs qui nous drivent à créer un business ou à passer à l'action et à, je sais pas moi, se lancer sur les réseaux ou peu importe. Finalement, j'ai l'impression que tu te juges pas forcément sur tes moteurs en fait, et qu'il n'y a pas forcément à tes yeux de bons ou de mauvais moteurs. Et j'ai l'impression que c'est ce qui peut vachement freiner beaucoup de gens, de se juger et de se dire en fait moi je suis pas comme ça, ou ils vont se comparer sur les réseaux sociaux, ils vont voir peut-être... c'est le pire truc, ouais. Est-ce que ça t'est arrivé toi de te comparer sur ton chemin? Ah mais tout le temps. C'est vrai? En fait, c'est marrant parce qu'en plus j'y pensais dans le métro en venant, mais je trouve que quand tout va bien on se compare pas, mais c'est quand on va pas bien qu'on se compare. C'est quand on va pas bien qu'on va scroller, qu'on regarde ce que font les autres, donc forcément ça va appuyer là où ça faisait déjà mal. Mais oui, bien sûr, je suis la première des fois à ouvrir Instagram et je regarde 4 stories, 3 posts et tout de suite ça devient hyper anxiogène parce que machin fait ci, machin fait ça, et on a l'impression que nous, à notre échelle, on doit prendre le meilleur de tous les mondes qu'on voit autour de nous et le faire nous-mêmes, alors que c'est humainement impossible. Donc oui, on se compare tout le temps à tous les biais.
et à tous les niveaux de business. Et j'ai perdu ta question. Non, je te demandais si toi aussi ça t'était arrivé, parce que tu vois, comme tu dis, tu vas sur Instagram et puis tu vas voir machin bidule qui fait 1 million par-ci, 1 million par-là, des chiffres qui peuvent sembler pour beaucoup de gens hors de portée, mais qui ne le sont pas finalement, mais où on n'a pas tout le contexte de ce qui se passe, des difficultés, des échecs, des peurs, des insécurités qui peuvent y avoir. Est-ce que tu peux nous partager un échec que tu as eu récemment et qu'est-ce que ça t'a appris ? Oh, j'en ai tellement. Je sais pas si on dirait que c'est un échec, mais en tout cas, c'était une grosse baffe. Mais je le vois pas encore comme échec parce que j'ai pas lâché l'affaire. Ah, ok. Mais je parlais de cette entreprise que j'avais rachetée en 2024. Et en fait, ça s'est tellement pas passé comme prévu, mais tellement pas. Et je pense que c'est la première fois de ma vie aussi que je prenais des aussi gros risques parce que il y a un énorme crédit bancaire derrière. C'est beaucoup de temps parce que tu divises ton temps, ton énergie, ton focus, ton attention entre deux entreprises. C'est un domaine qui n'était pas mon domaine de prédilection dans lequel je bossais depuis 6 ans. En fait, c'est un énorme risque et ça s'est pas du tout passé comme prévu, que ce soit en termes de résultats, de ce que j'ai trouvé dans l'entreprise une fois que j'ai mis les mains dedans, de ce que j'ai été en mesure de fournir d'efforts vs ce que j'aurais voulu mettre dedans. Et en fait, on n'a pas les résultats du tout, très loin du prévisionnel que j'ai vendu à la banque et que je m'étais vendu à moi-même aussi. Et au final, je l'ai vraiment vécu comme un échec et je me suis posé cette question. Je me suis dit, est-ce que j'aurais pas dû racheter ? Est-ce que j'étais pas prête ? Est-ce que je suis une mauvaise entrepreneuse ? Est-ce que le fait que The Bee Boost fonctionne, c'était juste de la chance, mais que là, maintenant qu'il faut répliquer le process, en fait, ça ne fonctionne plus. Donc, que dire d'un process qu'on n'arrive pas à répliquer ? Et je me suis vraiment beaucoup auto-flagellée, culpabilisée et questionnée aussi là-dessus. Et au final, ma conclusion qui est très personnelle, la première, c'était de me dire, de toute façon, Aline, si tu l'avais pas fait, tu aurais passé ta vie à te demander what if, tu vois. Et si je l'avais fait, qu'est-ce qui se serait passé ? Donc, pas de regret. Et c'est surtout, ça c'est ce que je me répète quotidiennement, je me dis, c'est pas un échec tant que je lâche pas les bras, en fait. Tant que je baisse pas les bras, tant que je lâche pas l'affaire, tant que j'ai pas décidé que c'était un échec, c'en est pas un. C'est juste un work in progress. Oui, c'est voilà. c'est des petites défaites temporaires, mais c'est pas un échec définitif, en fait. Exactement. Ouais. Je regardais tes vidéos et il y a une vidéo dans laquelle tu parles de l'importance de la vitesse pour un entrepreneur, passer à l'action rapidement, prendre des décisions rapidement. À quel point, pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie de peut-être connaître, tu vois, les clés qui permettent d'avoir plus de succès, ou en tout cas d'avoir du succès plus rapidement, d'échouer plus rapidement, d'apprendre plus vite, c'est quoi le rôle de la vitesse d'exécution, selon toi, dans le processus qui te permet d'atteindre tes objectifs ? Le discours est pas sexy, mais plus vite on passe à l'action, plus vite on échoue, plus vite on fait des erreurs, plus vite on apprend, plus vite on se relève, plus vite on reteste d'autres choses, plus vite on rencontre des gens, plus vite on dit oui à des opportunités. Et si on commence à vouloir trop intellectualiser chaque étape, déjà c'est très très facile de se trouver plein d'excuses pour ne jamais passer à l'action, et très facile aussi de tomber dans des trous de lapin où moi c'est mon quotidien d'accompagner, c'est surtout des femmes que j'accompagne, des personnes où trouver un nom de domaine, trouver un nom de business, trouver son positionnement, trouver son idée, savoir comment poster des contenus. En fait, tout devient des montagnes, mais pas parce qu'elles le font exprès, parce que tout a une proportion disproportionnée dans leur esprit. Et au final, pendant qu'elles réfléchissent à est-ce que mon carrousel Instagram est assez bien pour être posté, ou est-ce que je suis assez experte pour me lancer dans cette thématique, il y a 10 concurrents qui se sont lancés en l'espace de ces 6 mois de réflexion. Et c'est pas un discours agréable à entendre, mais les personnes que je vois réussir, c'est pas du tout les personnes ni les plus intelligentes, ni celles qui sont le plus expertes ou qui ont le plus de choses à dire, mais c'est juste celles qui se posent pas de questions en fait, et qui ont fait 10 000 essais, 10 000 échecs, et le 10 001e fonctionne et on les voit cartonner de nulle part sur les réseaux sociaux, alors que c'est jamais vraiment de nulle part. Ouais, c'est pas de nulle part, c'est une forme de... Est-ce que c'est pas une forme d'insouciance ? Il y a une forme d'insouciance. Je sais pas si toi tu l'as ressenti, je serais curieuse de t'entendre là-dessus. Mais moi, il y a un truc pareil, j'ai toujours eu un peu du mal à assumer, c'est que, en fait, je me suis jamais questionnée sur est-ce que ça allait fonctionner ou pas. Dans ma tête, l'entrepreneuriat, c'était ma voie, ça allait fonctionner. Je savais pas encore ni comment, ni pourquoi, mais j'avais cette espèce de foi intérieure de dire, ça va fonctionner. Et je trouve que ça t'aide à enlever beaucoup de pression, et surtout avoir une espèce de confiance aveugle en l'avenir qui te fait que tu prends plus de risques ou que tu tentes plus de choses. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle ? C'est super intéressant ce que tu dis, parce que...
Parce que j'ai l'impression que c'est un point commun que je vois chez beaucoup de... En fait, chez la plupart des personnes que je connais qui ont réussi à passer de 0 à 1, qui ont réussi à avoir un certain succès, en fait, cette confiance-là dont tu parles. Moi, si je devais te répondre à cette question, je te dirais que j'ai les deux. J'ai une confiance presque arrogante en... Tu vois, j'ai ce sentiment à l'intérieur de moi de mais bien sûr, je peux tout faire. Tu vois, évidemment que ça va marcher. Il n'y a pas d'autre. Quand je me suis lancée sur les réseaux sociaux, j'avais aucune... Il n'y avait même pas une toute petite porte de sortie de est-ce que ça va marcher ou non. Dans ma tête, même si ça doit prendre 10 ans, ça va marcher. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Mais autant j'ai cette confiance-là, autant j'ai énormément de doutes aussi envers moi-même. J'ai souvent tendance à me remettre mais maladivement en question, tu vois. Je peux vraiment passer tellement de temps à me critiquer, à douter de moi, à me dire non mais... à me comparer, à me questionner, à questionner ma capacité à donner naissance à la vision que j'ai parce qu'elle est tellement grande que à la fois... Si j'ai cette grande vision, c'est qu'il y a une part de moi qui y croit fermement, mais il y a aussi une part de moi qui se dit mais est-ce que c'est pas un peu trop grand tout ça, tu vois? Donc j'ai un peu les deux, je dirais. J'ai vraiment, vraiment les deux, je pense. J'ai l'impression, ça résonne fort ce que tu dis. C'est vrai? Ouais, et j'ai l'impression que c'est là aussi on fait la différence entre la confiance en soi, la confiance qu'on a dans nos capacités à concrétiser les choses, à les mettre en place, à ne rien lâcher, être motivé, discipliné, et aussi l'estime de nous-mêmes qu'on a derrière, mais est-ce que je suis assez bien, est-ce que je suis assez si. Et alors je sais pas toi ton cas, j'avais un petit peu cette même dualité en moi, et je me suis rendu compte un jour que ma confiance, elle était surtout portée sur mes capacités, et là où je me critiquais moi-même, mon juge intérieur, c'était uniquement porté sur ma valeur. Tu vois, c'était le syndrome de l'imposteur, c'était pas assez belle, pas assez mince, pas assez éloquente, pas assez si. Et donc, c'était plus pas un jugement sur mes capacités ou mon expertise, mais juste sur ma personne. Et c'est là où j'ai fait la différence entre la confiance en soi et en même temps une estime de soi moins valorisante, peuvent cohabiter aussi. C'est très vrai ce que tu dis. Et c'est vrai. Et je pense que ma théorie là-dessus, c'est que je pense que quand tu entreprends, il y a vraiment aussi ce... Je pense qu'on est aussi souvent drivé par une forme de honte ou de peur de ne pas être assez. Tu vois, tu parlais de reconnaissance tout à l'heure par rapport à ton père. Je pense que j'ai eu la même chose que toi, tu vois. Moi, je pense que j'ai beaucoup voulu... Papa ou maman Papa, je pense. Papa. Ouais. Daddy issues. Ça, c'est toujours papa ou maman, en fait, quand tu creuses un petit peu. mais oui, je pense que j'ai beaucoup... Et d'ailleurs, je l'ai conscientisé très récemment, ça. Que j'ai voulu attirer l'attention de mon père, je pense. Mais du coup, je me dis... Ça aussi, c'est un moteur. Est-ce que c'est un bon moteur? Est-ce que c'est un mauvais moteur? C'est vraiment un débat presque, tu vois, presque philosophique. Une question que je me pose aussi sur ton parcours, c'est quand tu commences à entreprendre et à... Ça fait combien de temps que tu as entrepris? Ça fait quelques années? Depuis la création de ma micro-entreprise dans la photo, c'était il y a 11 ans. Il y a 11 ans. Oh là, j'ai l'impression d'être un tyrannosaure. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est trop beau. C'est génial. Est-ce que tes relations, elles ont changé avec les gens? Est-ce que dans tes amitiés, il y a des choses qui ont changé? Est-ce que... Tout a changé. Ouais. Je pense que quand tu deviens entrepreneur, pas que, mais c'est très très commun à tous les entrepreneurs, forcément, il y a ça vers le développement personnel. Tu es obligé de te mettre à travailler sur toi. On est tous biberonnés au dev perso. Certains comme toi ont commencé aussi comme ça. Et en fait, du coup, tu te transformes intérieurement énormément par tous ces contenus que tu consommes. Ton lifestyle d'entrepreneur avec la gestion des risques, le fait d'avoir personne qui te dit quoi faire, la motivation, la discipline, l'écoute, le fait de se montrer, de se mettre en avant, etc. Tout ça doit travailler avec toi aussi. Et puis c'est surtout... En fait, je trouve que l'entrepreneuriat, c'est vraiment, même si la frontière se floute en ce moment entre l'entrepreneuriat et le salariat, mais c'est vraiment un choix de vie où en fait, tu n'as aucun filtre entre toi et le monde extérieur. Parce que tu es la façade de ton entreprise, tu es le visage de ton entreprise, tu n'as personne qui te dit quoi faire ou qui te protège. Quand tu as un coup de mou, ça se ressent directement sur ta boîte. Alors qu'un salarié qui travaille dans un groupe plus conséquent, quand il a une journée sans, c'est finalement absorbé et équilibré avec la force de travail du reste des personnes. Et je trouve que au final, tout est plus brut, tout est plus direct, tout est ressenti de manière plus intense, les hauts comme les bas. Et donc, en fait, t'es
obligé de changer, de t'adapter à ça. En tout cas, tu es changé et tu t'adaptes à ça. Donc, ouais, il y a tout qui change, quoi. Et c'est quoi une croyance que tu avais il y a quelques années et que tu n'as plus aujourd'hui? La première qui me vient en tête comme ça, c'est je pense que je me sentais vraiment très transparente, très banale, très normale. C'était pas forcément un complexe, mais c'était vraiment une espèce de constat neutre que je portais sur moi en me disant je suis drôle, mais pas trop, je suis sympa, mais pas trop, je suis intelligente, mais pas trop. Enfin, vraiment, j'étais transparente. Et là, aujourd'hui, des fois, j'ai un peu des rémanences de ça, tu vois, quand tu m'as dit, ouais, je peux pas agir business, c'est un des podcasts les plus écoutés et tout. En fait, je sais que c'est vrai factuellement quand tu regardes les nombres, mais il y a une partie de moi qui me dit, on parle vraiment de moi là? C'est On parle vraiment de intéressant. podcast. Enfin, moi, je suis en mode, non, je suis comme tout le monde là. Est-ce que c'est pas une forme de syndrome de l'imposteur que tu ressentirais par exemple, quand je dis ça, est-ce qu'il n'y a pas une part de toi qui se dit, quand tu dis est-ce qu'on parle vraiment de moi, c'est un peu comme si il y avait une imposture à ce qu'on parle de toi de cette manière-là. Tu vois ce que je veux dire? Je me sens pas du tout impostrice. Dans le sens où je relie pas ça à un manque de compétences de ma part ou une illégitimité d'être là, mais juste c'est une dissociation plutôt entre la personne que je me sens être à l'intérieur de moi et ce que tu es et ce que les ce gens que les gens captent de moi de l'extérieur. Et sans me dire que c'est bien ou pas bien, il y a des moments où je suis très contente de ça, il y a des moments où ça me pose plus de questions, mais c'est vrai que je ressens cette dissociation. Est-ce que tu l'as toi entre la petite fille ou la Mariam que t'es dans le quotidien quand personne te regarde, celle que t'incarnes sur YouTube, sur Instagram? Ah bah moi je me sens pas du tout enfin je me vois pas comme j'ai vraiment l'impression d'avoir encore rien fait en fait dans ma perception des choses. J'ai encore rien fait, tu vois. C'est fou. Ah vraiment, mais c'est vraiment sincère ce que je te dis. Donc parce que tu as ce référentiel aussi où tu sais que tu peux aller et tu dis j'ai fait 1% de mon potentiel. Exactement. Et d'ailleurs, tu sais quoi? Je pense que quelque chose qui m'a vachement impactée négativement, pour être honnête, c'est que au tout début, quand je me suis lancée, j'en ai parlé à personne. C'est allé très vite. Et j'étais tellement uniquement avec moi-même et avec ma perception de ce que j'étais en train de faire que j'ai l'impression que j'avais plus d'amplitude dans ce que je faisais parce que j'étais beaucoup moins polluée par la perception des gens. Parce que quand les gens commencent à te parler comme si tu avais fait quelque chose, même si pour toi, tu n'as rien fait encore, ça joue inconsciemment. En tout cas, moi, ça a joué. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde. Moi, ça a joué parce que j'ai commencé inconsciemment un petit peu à lâcher la pression, tu vois. Même si je travaille, je me donne de la peine et tout, hein, je sais que je suis disciplinée à un certain niveau, mais ce que je veux dire, c'est que l'intensité que j'avais au début, en ce moment, j'essaye de la retrouver, tu vois. Cette espèce de momentum, etc. Exactement. Et je pense que, du coup, ce que tu me disais là, moi, je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose, tu vois, d'avoir ce truc-là. Parce que... D'un autre côté, ouais, c'est bien de se dire, il faut reconnaître le chemin que tu as fait, de vraiment reconnaître que tu es dans cette posture, tu vois, tu as créé quelque chose d'incroyable. Et en même temps, ça peut avoir ses bénéfices, à mon avis, de pas trop lâcher. Ouais, de se dire, mais en fait, je suis encore en train de m'échauffer là, tu vois, je pense. Là, ce qui me questionne, c'est que je me demande qu'est-ce qui... En fait, c'est vrai, et je me reconnais beaucoup là-dedans, parce que j'ai l'impression que tu es comme moi, que tu as ce drive de la performance aussi. Et en même temps, je me dis, de ne pouvoir performer, de sentir driver que quand on se dit je relâche pas la pression, je dois toujours donner plus, non, je refuse les compliments parce que sinon je vais je vais me laisser aller et puis ça va pas du tout le faire. En fait, pour moi, je me questionne si c'est pas quelque chose aussi d'un peu toxique qui peut mener à l'épuisement, au burn-out, de se dire en fait je ne suis jamais contente de ce que j'ai, je ne m'autorise pas à me reposer, à ralentir, à prendre des pauses, et je suis drivée par, pour moi, ce qui était une névrose en fait d'un besoin de reconnaissance, de performance sans fin, qui en fait est un puits sans fin qui mène à l'épuisement. Je suis d'accord. Moi, je pense aussi que c'est un peu toxique. Mais pour être 100% honnête... C'est ce qui drive. je pense que ça drive. En fait, je pense que c'est un plus gros driver. Après, c'est vraiment un débat. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais je suis quand même vachement persuadée, et je pense qu'il y a beaucoup d'études d'ailleurs qui ont démontré ça, et qui ont montré que
des souris ou des rats qui courent ou des hamsters qui courent dans des roues vont courir beaucoup plus vite s'ils essayent d'échapper à une décharge électrique qui leur fait souffrir, plutôt que s'ils vont vers un bout de fromage qui leur procure du plaisir, tu vois. Et je pense que l'humain est pareil. En fait, je pense qu'on va beaucoup plus vite quand on essaye d'échapper à une souffrance que quand on va vers un plaisir. Et j'ai pas encore de preuves du contraire, tu vois. Même quand je regarde ma vie, il y a toujours les deux, bien sûr, parce que je pense pas qu'on puisse essayer d'échapper à une souffrance sans aussi aller chercher une forme de plaisir. Mais ce que je vois, c'est vraiment ce pattern-là de quand tu es dans cette optique, tu vas en général plus vite et plus loin. Je suis totalement d'accord. Ouais. Je suis d'accord sur le fait que c'est toxique. C'est toxique. Et je suis d'accord sur le fait que je me reconnais aussi beaucoup là-dedans. Et c'est là, tu vois, même quand je t'entends, je suis vraiment, j'ai ma balance et j'hésite entre bah oui, c'est comme ça. Et moi aussi, tu vois, des fois, je me dis, j'aimerais retrouver ce momentum du début où j'avais tellement de choses à prouver au reste du monde et à moi-même qu'en fait, ça me donnait un mojo de dingo qui me faisait faire des heures de ouf, prendre plein de risques. Qu'aujourd'hui, j'ai moins parce que j'ai aussi beaucoup calmé mes névroses internes. Donc, j'ai moins ce besoin de prouver tout à tout le monde. Exactement. Et en fait, du coup, bah, tu vois que c'est un peu plus mollasson, quoi, dans le business. C'est ça. Tu vois, si je te donne un autre exemple, moi, je suis fan d'Eminem. Je sais pas si... J'adore. T'allais dire, je sais pas si tu connais. Non, je sais pas si t'aimes toi aussi, mais en tout cas... j'adore. Moi, je suis fan. Et si tu regardes même d'autres rappeurs ou, je sais pas, chanteurs ou peu importe, même des sportifs de haut niveau, en fait, Eminem, il était à son prime, quand il était en souffrance, en fait. C'est terrible ce que je dis, hein, mais... Quand t'es artiste en plus, c'est la souffrance qui te nourrit. Ouais. Mais complètement. Et je pense que quand ces souffrances, ces névroses, comme tu dis, elles ont commencé à se calmer, à s'apaiser, alors il n'a pas... Moi, je trouve qu'il est toujours excellent et c'est incroyable. Moi, je suis toujours fan, hein, mais ce que je veux dire, c'est que il y a quelque chose qui est plus là, tu vois. Et je dis pas, en fait, c'est ça qui est terrible, c'est que je suis pas en train de dire qu'il faut se faire souffrir intentionnellement, mais je dis juste que je pense que tout dépend jusqu'où tu vas aller, tu vois. Je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Est-ce que tu peux être drivé par un objectif stimulant sans forcément être en même temps drivé par une souffrance à laquelle t'essayes d'échapper, quoi. Je pense qu'on n'est jamais drivé aussi efficacement en termes de performance que par une névrose. Ouais. Ou un trauma. Ouais. Ou une envie de prouver quelque chose de négatif. Après, voilà, pose toutes les questions derrière des contreparties qu'on met sur la table en face de ce choix-là, mais effectivement, toutes les personnes qu'on voit décoller du jour au lendemain, tous les entrepreneurs qui cartonnent, tous ceux qui ont construit des success stories de 0 à 1000, en fait, c'est que des gens qui avaient des énormes névroses ou des grosses choses, des gros problèmes à résoudre, que ce soit avec papa, maman ou le reste de la société. Oui. C'est indéniable, en fait. Je suis d'accord. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné ? J'en ai un que je répète tellement qu'il me paraît presque banal maintenant, c'est le mieux vaut fait que parfait, qui est un peu le mantra de tous les entrepreneurs. Et je pense qu'il y en a un autre, pour le coup c'était mon père qui me l'avait dit un jour, c'était le jour où j'avais eu mon premier hater sur les réseaux. Ouais, ok. Du coup je l'ai appelé, j'étais pas contente. Pas contente à l'époque, pour Aline ça veut dire je pleurais. Oh. Et il m'a dit, non mais de toute façon, si t'es pas critiqué, c'est que t'as pas réussi. Ou en gros, il y a que ceux qui réussissent pas qui sont pas critiqués. Je sais plus exactement comment il l'avait tourné, mais c'était en mode, en fait, ça fait partie du deal, ça fait partie du package, c'est un signe de réussite. Il a totalement raison, ouais. Et aujourd'hui, tu le vis comment si on te critique ? C'est jamais agréable, mais je pense qu'aujourd'hui, en fait, et ça m'amène à un autre conseil que j'avais lu sur les réseaux sociaux, alors je sais plus du tout de qui, mais qui disait... Ah merde, du coup, ça m'est sorti de la tête. Ah oui, qui disait de ne jamais accepter de critiques ou de feedback, en tout cas de ne jamais les prendre en compte de la part de quelqu'un qui n'a pas réussi ce qu'on voulait faire. Et en fait, quand on réfléchit comme ça, déjà, toutes les critiques, elles dégagent. Ça veut pas dire qu'on n'accepte pas les feedbacks de ses clients ou les retours, etc. Bien sûr que si, mais quelqu'un qui laisse un sale commentaire, ça va t'arriver beaucoup, surtout toi aussi avec les visibilités que t'as, complètement gratuit, qui te connaît ni dev ni d'Adam, en fait, t'es qui, en fait ? Ouais, totalement. Qu'est-ce que t'as fait dans ta vie qui justifie que t'as le droit de me dire ça ? Et juste passer au-dessus. Et on se rend vite compte que les gens qui sont au-dessus de nous, en termes de réussite, d'objectifs, de résultats,
ne critiqueront jamais ce que tu es en train de faire parce qu'ils savent ce que ça coûte. C'est Ils trop savent vrai. ce que ça prend. Et puis s'ils te disent quelque chose, ce sera toujours constructif pour t'aider. Exactement. Et ça, c'est vraiment précieux de s'en rendre compte, je trouve. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose, soit un aspect de ta personnalité ou une opinion que tu as, ou quelque chose que tu n'oses pas encore montrer, que tu as envie de partager de plus en plus dans ce que tu fais? Je pense qu'il y a une chose que je pouvais peut-être avoir au début de mon business et que j'ai un peu étouffé dès que ça commençait vraiment à exploser. Et ça me parlait quand tu disais j'ai envie de retrouver l'énergie que j'avais avant, ou peut-être la Mariam que tu étais avant. Moi, j'ai un petit peu ça aussi en ce moment avec la Aline d'avant. Je pense que j'ai une personnalité extrêmement cash et j'ai un humour très dans le tacle, un peu dans le cynisme et tout, que j'ai avec mes frères et sœurs, que j'adore. Ouais. Mais vraiment j'adore, et en fait c'est quelque chose que j'ai énormément arrondi et lissé, déjà parce que les personnes que j'accompagne sont des personnes avec une certaine sensibilité et qui peuvent pas forcément se retrouver dans cette énergie là, et c'est surtout parce que quand tu as une audience qui grossit, pour te préserver des critiques et tout, inconsciemment moi je me suis beaucoup lissée. Ah, ça me parle ce Voilà. que tu me dis. Même mon mec 1000%, hier, ouais. et on en parlait, je lui disais j'ai plus de créativité sur les contenus, tout m'emmerde, il faut que je poste sur LinkedIn, mais tout me semble nul. Et il m'a regardé, je te jure, il m'a dit ça, mais je le remercie, mais sur le moment ça m'a piqué, il m'a fait de toute façon toi tes contenus ils sont lisses. Ouais, c'est ça. Et je me suis dit, pardon, je viens de cracher sur le micro. Et je me suis dit, mais merde, il a raison en fait. Ouais, mais Je te on a de la jure. chance d'avoir des personnes comme ça qui... Ouais. Tu vois, c'est précieux quelqu'un qui te dit ça. De ouf. Parce que tu peux vraiment te regarder et te dire, mais c'est peut-être pour ça finalement que tu manques de créativité, parce que c'est dur d'être créatif, entre guillemets, hein, si t'as l'impression qu'il faut que tu fasses semblant. Oui, ou que tu veux être créatif mais plaire à tout le monde. Exactement. Ou que personne ne trouve rien à redire à ce que tu es en train de dire, ni aucune contre-attaque ou contre-vérité et tout. Et c'est épuisant en fait. C'est épuisant. Ouais. Et je trouve ça super intéressant que tu parles de ça, parce que j'ai exactement le même enjeu en ce moment. Exactement le même. Mais du coup, donne-moi un exemple. Qu'est-ce que t'aurais parfois envie de dire, mais que t'oses pas dire? Si t'étais 100% toi-même, enfin en tout cas, Ouais. que tu t'autorisais à parler aux gens comme tu parlerais à tes frères et sœurs. Parce que moi, c'est un exercice que j'ai fait avec ma sœur récemment. Qu'est-ce que tu dirais? On les aime, nos petites sœurs. Ah, on les aime, elles sont incroyables. Vraiment. Toi aussi, t'es la grande sœur en plus. Ouais. J'adore. Moi, j'ai un petit frère et 2 petites sœurs. Ouais. Mais ouais. Je pense que ce serait beaucoup dénoncer certains messages qu'on peut avoir sur les réseaux, mais c'est surtout la première truc qui m'est venu à l'esprit quand tu m'as posé la question, c'était en mode arrêter de penser qu'on peut faire des 1000 et des cents en bossant 20 heures par semaine, quoi. Ça, c'est un message que je vois énormément véhiculé sur les réseaux, qui est porté par une très belle valeur, très saine, qui s'appelle le slowpreneuriat, le se préserver du burn-out, arrêter d'être dans la roue, du hamster, le hustle, etc. Et les valeurs sont belles, mais de vendre aux gens le fait qu'on peut construire un business ultra pérenne, qui nous paye toutes nos factures, qui nous constitue un matelas de sécurité pour l'avenir en bossant juste 20 heures par semaine du début à la fin, en fait, non, c'est pas possible. Je trouve ça génial que tu le dises, parce que moi, je vois plein de pubs passer... fais 10 000 € par mois et puis travaille 3 heures par jour. Je trouve ça hyper grave de parler comme ça. Et beaucoup de gens y croient, en fait. En fait, le business model derrière ça. Et tu vois, mais même là, tu me poses la question, j'ai quand même arrondi les angles en disant, mais c'est porté à la base par tes belles valeurs C'est et vrai. tout. Tu vois, Allez, même là, vas-y, donne-nous la version cash, là. non, mais allez. même là, je me suis. Mais je suis en train de faire la réflexion, je dis, mais même là, tu lisses. Tu vois. Mais en fait, oui, pour le coup, cet exemple-là, c'est très toxique parce qu'en fait, la seule manière de faire ça, c'est déjà d'avoir un background et une expérience en marketing ou en entrepreneuriat. Donc en fait, tu pars pas de zéro, donc c'est mensonger de dire que tu pars de zéro. Et puis c'est surtout, les gens qui font ça, c'est des systèmes où ils apprennent aux gens aussi à faire ça. Et c'est comme j'ai souvent cet exemple aussi il y a plein de gens qui me disent ouais mais telle personne avait passé de 0 à 120 000 abonnés en 6 mois sur Instagram. Oui, mais c'est une coach Instagram qui t'explique comment être visible sur Instagram. Cite-moi un autre exemple qui n'est pas dans cette niche-là, des gens qui t'expliquent comment faire et qui font de l'argent en t'expliquant comment faire. Ah, c'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est vachement intéressant, parce que moi c'est aussi pour ça que j'ai eu un petit problème avec le coaching à un moment donné, parce que je voyais des gens qui t'expliquent comment faire 100 000 € par mois, mais ils font 100 000 € par mois en expliquant aux gens comment faire 100 000 € par mois. Donc les 100 000 € par mois, ils les font en se faisant payer par des gens
qui veulent apprendre à faire 100 000 euros. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, à part apprendre aux gens exactement ce que tu fais, mais Ouais. du coup, tu démarres un système pyramidal. C'est un système pyramidal. En fait, c'est pour ça que, tu vois, on parlait de coaching, moi je dis toujours aux gens, mais en fait, renseignez-vous, c'est quoi l'expertise de la personne? Je veux dire, moi aussi, les gens pourraient dire ça sur moi en disant, Aline, mais t'es coach de business, en fait, tu fais du business en apprenant aux gens à faire du business. Bah oui, mais avant ça, moi j'étais freelance pendant 8 ans, je faisais 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, j'étais en relation avec des clients, etc. Donc c'est plus mon métier aujourd'hui, mais il y a eu ce background derrière, cette expérience, aussi petite ou courte soit-elle. Donc, les gens qui se déclarent coach du jour au lendemain et qui disent maintenant je coach des coachs ou des choses comme ça, c'est quoi le background? Exactement. Et je trouve ça super important de le dire parce que il y a beaucoup de beaucoup de publicité mensongère là-dessus. T'as construit un business, si je me trompe pas, à plus de 7 chiffres, c'est ça? Qu'est-ce qui t'a permis de passer, justement, si on devait être honnête, tu vois, et sortir de ce qu'on nous dit un peu partout, mais si on devait être honnête, qu'est-ce qui t'a permis de passer de 0 à 6 chiffres, puis à 7 chiffres? Ça a été quoi les différences que t'as remarquées, tu vois, pour passer de 0 à 10 000 par mois, et puis ensuite les étapes suivantes? Ça a été quoi les différents changements? Je pourrais pas dire de 0 à 10 000 par mois parce qu'en fait, moi, ce qui m'a aidé, c'était les lancements. Tu vois, moi, mon chiffre d'affaires, il est annualisé quasiment. Enfin, tu vois, si je voulais rentrer dans ces discours marketing de c'est vrai, mais en même temps, c'est pas vrai, je pourrais dire à l'audience, j'ai fait 1 million d'euros en 15 jours. Et c'est vrai, tu vois, je l'ai fait, mais j'ai fait un lancement qui a généré un chiffre d'affaires d'1 million d'euros en 15 jours, qui a été encaissé au cours des 10 mois qui ont suivi. Enfin, voilà, tu vois, c'est ça aussi la vraie histoire derrière. Ce qui m'a aidé de passer de 0 à, on va dire, mes premiers 6 chiffres, ça a été de quitter le coaching individuel, quitter aussi, du coup, la photographie, etc., que j'avais gardé à côté, et construire mon programme d'accompagnement. J'ai fait mon premier lancement, c'était en septembre 2020. Et direct, premier lancement, j'ai fait 350 000 euros de chiffre d'affaires. J'avais jamais fait ça de ma vie. Avant, je plafonnais à 70 000. Donc, le step a été énorme. Et qu'est-ce qui a fait la différence alors? Commercialiser un programme en ligne. Ok, voilà. C'était le business model. C'était le business model. J'ai passé 1 an et demi à coacher des entrepreneurs en one-to-one. J'ai dû coacher 90 personnes en one-to-one. Wow. J'avais parfois jusqu'à 16 coachés en même temps. Je passais ma vie à faire ça. Mais j'étais passionnée. Et au final, quand tu vois un pattern et une méthodologie qui fonctionne pour la plupart des personnes, etc., tu peux en faire un programme d'accompagnement. Entre-temps, ma communauté s'était bien développée. Donc, j'ai créé le programme, je l'ai lancé. Septembre 2020, il y avait aussi un effet de marché où on sortait du confinement et donc tout le monde avait compris qu'on pouvait se former en ligne. Et surtout, il n'y avait pas encore énormément de concurrence. Donc, j'ai eu aussi un contexte extérieur qui était très favorable. Et en fait, le premier lancement a cartonné. Ouais. Et après, en fait, c'était un effet de levier là-dessus. Premier lancement, deuxième lancement, on était à 600, troisième lancement à 720 et quatrième lancement à 1 million. Waouh, mais tu te rends compte, ça allait quand même vite, je trouve. Ça allait très vite. Ouais, très vite, ouais. Comment tu as géré cette hyper-croissance? Est-ce qu'il y a eu des challenges? Ouais. On parle pas trop de ça, je trouve. Qu'est-ce qui a été challengeant pour toi dans cette Je suis d'accord qu'on n'en parle pas. Je pense qu'il y a une espèce de... En fait, quand tu réussis d'un point de vue financier, il y a un peu ce côté de en fait, j'ai pas le droit de me plaindre. Et ouais. Il y a tellement de gens qui galèrent à faire ce que je suis en train de faire que j'ai pas le droit de dire que je... Alors, je le vivais pas mal, mais j'ai pas le droit de dire qu'il y a des challenges. Moi, mes challenges, le numéro 1, ça a été l'épuisement. Vraiment, je me suis complètement cramée à faire ça. T'es obligé de travailler sur ton mindset à une puissance folle parce que passer de 72 000 euros à 1 million en l'espace de 2 ans, en fait, tu recrutes des équipes entières, tu te retrouves avec des problèmes administratifs, fiscaux, légaux, etc. Enfin, moi, humains aussi. Et humains. Alors, j'ai de la chance, il y a beaucoup de personnes qui disent « Oui, l'argent, ça change l'entourage, tu perds des amis, nanana, t'as des gens qui sont intéressés et tout. » Moi, j'ai jamais eu ça. J'ai gardé les mêmes amis, le même cercle. Ça, c'est bien. Le regard des gens n'a pas vraiment changé sur moi, donc ça, c'était une chance. Mais tu te retrouves à gérer des problèmes que tu n'avais jamais envisagés avec Stripe et PayPal qui te coupent complètement tes comptes parce qu'il y a trop d'argent d'un coup et c'est pas habituel sur ton fil d'activité, ton historique, etc. Les banques qui comprennent pas non plus. Et puis d'un coup, tu as ta comptable qui t'appelle et qui te dit qu'il faut structurer ci, ça parce que tu viens de dépasser tous les plafonds. Donc, en fait, ça a été une avalanche de choses en plus à gérer. Avec en plus le mindset de beaucoup d'argent à gérer et beaucoup de clients surtout derrière. Et construire une équipe pour structurer tout ça derrière et pas perdre sur la qualité d'accompagnement des clients et tout. Ouais. J'imagine que ça a dû être beaucoup de pression en fait.
Mais tu vois, je me pose une question aussi par rapport à ça. Est-ce que selon toi, vu que tu l'as traversé ce chemin-là, et pour les personnes qui nous écoutent et qui ont envie de construire quelque chose de grand, qui ont envie peut-être de devenir millionnaire ou peu importe, est-ce que pour toi, il y a une vraie différence dans les croyances que tu as, l'état d'esprit que tu as, la personne que tu deviens ou que tu dois devenir pour pouvoir générer une plus grosse somme d'argent? Qu'est-ce que j'entends par là? Ce qu'on entend beaucoup dans le développement personnel, en tout cas moi, quand j'écoute des mentors comme Bob Proctor ou Jim Rohn ou peu importe, Jim Rohn, ce qu'il disait pendant longtemps, c'est que ce qui est intéressant dans le fait de devenir millionnaire, c'est même pas la richesse que tu accumules matérielle, mais c'est la personne que tu dois devenir pour pouvoir générer cette somme et en plus de ça, pour pouvoir la garder. Là, on parle d'encore autre chose. Est-ce que selon toi, il y a une différence fondamentale entre la version de toi, la version d'Aline, qui faisait peut-être, je sais pas, 70 000 euros de chiffre d'affaires ou cette somme-là, et celle qui fait plus de 7 chiffres? Il y en a une, c'est que ça m'a forcée à enlever mon masque de la petite fille, tu vois, pour devenir ça m'intéresse. La chef d'entreprise, la CEO, la leader, etc. J'ai toujours une position, surtout quand j'étais freelance avant, un peu moins quand j'ai commencé le coaching, et ça a été accéléré par la montée financière. J'étais un petit peu la bonne amie gentille, mais un petit peu la petite fille, tu vois. Genre, quand je parlais avec quelqu'un qui avait une certaine expertise, tout de suite, je me mettais un peu en position basse, je passais cette personne sur un piédestal. J'étais plutôt... Alors, c'est pas le bon terme, mais pas je me positionnais comme une victime, mais je me mettais vraiment en position basse par rapport à mes interlocuteurs et je me sentais pas adulte. Je me sentais pas légitime de parler à un autre adulte, même s'il avait 15-20 ans de plus que moi, sur un pied d'égalité. Et ça, c'était vrai aussi au début du coaching business. Alors, j'avais ma posture de coach qui était totalement différente. Mais par exemple, avec ma comptable, j'étais en mode « Ah oui, 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 oui. » Tu vois, voilà. C'est oui béni un peu. Ouais. Et en fait, quand tu commences à faire autant d'argent, tu te retrouves face à des interlocuteurs qui pensent qu'ils savent mieux que toi sur beaucoup de choses, qui essayent de t'emmener dans une direction, soit parce que commercialement ça les intéresse. Moi j'ai eu des avocats, des conseils légaux qui voulaient faire des holdings, des machins, des trucs, et qui vraiment avaient un plan d'action pour moi dans leur tête. Et en fait, si à ce moment-là, tu deviens pas cette personne assertive, cette femme qui dit oui, non, stop, ou pas comme ça, bah en fait personne ne le fait pour toi, tu te retrouves embrigadé dans des trucs déjà que tu maîtrises pas, mais qui deviennent aussi ta responsabilité parce que c'est ta boîte. Donc je pense que ça m'a fait travailler très fort et très vite sur cette posture de dire en fait déjà j'ai ma place à la table à même titre que n'importe quelle autre personne, et surtout à me dire attention à toujours mettre un filtre sur ce qu'on me dit, en mode les gens qui me parlent ont leur prisme, ont leur filtre, certains ont leurs intentions, fais-toi confiance. Comment est-ce que tu passes de cette posture de la petite fille ou de la posture de la personne qui peut se dévaloriser devant les autres, se minimiser, ouais, c'est ça le bon terme, ouais. Idéaliser d'autres personnes, les mettre sur un piédestal et ne pas forcément se sentir vraiment suffisamment légitime à l'idée et à vraiment s'ancrer, à prendre sa place, à la posture de la femme leader qui prend sa place, qui ne s'excuse pas, qui se fait vraiment confiance et qui se sent complètement digne de la place qu'elle veut prendre. Comment est-ce que tu fais cette transition-là, tu vois ? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé ? Est-ce que... Je suis vraiment curieuse que tu me parles de ça. C'est pour une copine, c'est ça ? Franchement, tu sais quoi, non mais franchement, je vais être hyper honnête. Je pense que moi-même, j'ai encore je sens en ce moment que je suis dans cette transition-là à un autre niveau. Parce que même si je me sens vraiment ancrée en moi-même et je sens qu'il y a un leader en moi qui est là, mais je sens qu'il y a quand même un espace où je suis pas encore vraiment unapologetically myself. Tu vois, genre je pense que je m'excuse encore un petit peu, tu vois. Ça lisse encore un petit peu. Ouais, je me sens encore un peu dans le tu vois, je lisse, comme tu disais tout à l'heure, j'ose pas encore déranger au niveau où je sens que j'ai besoin de déranger. Pas que je veux déranger, mais que je pourrais déranger, tu vois. Je pense à 3 choses. La première, ça a été de faire des erreurs.
Parce qu'en fait, quand tu fais confiance aux gens, malgré ce que ton intuition te dit, et qu'après tu te dis, bah putain, finalement j'aurais dû écouter mon intuition. En fait, au bout d'un moment, ça m'est arrivé tellement de fois tout le temps, je me dis, mais Aline, en fait, au bout d'un moment, il faut apprendre ta leçon, quoi. T'as des preuves devant toi tu dois te faire confiance. Oui, j'ai des preuves devant moi que c'était moi qui avais raison depuis le début, même si c'était un comptable, même si c'était un avocat, même si c'était un closer, même si c'était quelqu'un qui savait mieux comment je devais faire la prochaine étape de mon business, même si c'était quelqu'un dans un mastermind. En fait, ton intuition avait toujours raison. Tu t'es perdu à vouloir suivre les conseils de tout le monde plutôt que toi, ton ressenti. Au bout d'un moment, apprends ta leçon. Donc, il y avait ça. La seconde chose qui m'a beaucoup aidée, mais c'était plus un fil rouge, c'est avec tout mon réseau. J'ai eu accès à plein de personnes que avant j'idéalisais beaucoup sur les réseaux sociaux, qui aujourd'hui sont des amis que j'aime énormément. Mais en fait, quand t'entends la réalité des coulisses derrière, ça dédramatise beaucoup les choses. Et en fait, tu comprends que aucune success story est parfaite et que rien n'est exactement ce qu'il y paraît sur les réseaux. Parce que par définition, sur les réseaux sociaux, même si la personne est hyper naturelle, authentique, en fait, on n'a pas H24 tout ce qui se passe dans sa vie. Et donc, nous, avec notre prisme, on va mettre des pièces du puzzle factice là où il nous en manque. Et donc forcément, on se crée une réalité de ce qu'est la vie de Mariam ou la vie d'Aline, alors qu'en fait, derrière, c'est pas du tout la même chose, tu vois. Complètement. Et donc ça, d'avoir accès à ces personnes-là, à leurs confessions, à leurs coulisses, d'avoir des discussions profondes avec elles, je me suis dit, mais en fait, elles ne sont pas mieux que moi. Exactement. Tu vois. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que je me faisais la réflexion l'autre jour où je me disais, à chaque fois qu'on idéalise quelqu'un et qu'on se minimise face à cette personne, c'est parce qu'il nous manque des informations. C'est parce qu'il nous manque des informations et c'est pour ça qu'on a une certaine vision de cette personne qui fait que on l'idolâtre un peu. On peut la voir un peu comme cette version supérieure qui n'est même pas humaine, presque divine, tu vois, d'une autorité supérieure. Et je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais je pense qu'on atteint un objectif à partir du moment où on arrête de se minimiser face à cet objectif. Est-ce que tu as eu cette expérience-là de te dire, si je me sens pas digne de, 50 000 euros par mois, est-ce que je vais pouvoir les faire, les 50 000 euros par mois, tu vois ? Est-ce que... Faut que tu aies une grosse névrose pour te driver, si tu t'en sens pas digne. C'est vrai, c'est très vrai. Je pense que je me suis pas toujours sentie digne de tous mes objectifs et qu'effectivement là c'était ce qu'on disait tout à l'heure, un peu les névroses, les traumas, les forces toxiques mais très efficaces qui nous poussaient et qui après fait qu'on prend confiance parce qu'on se prouve qu'on a pu le faire. Mais effectivement, si on part du principe qu'on va pas y arriver, on se met un sacré handicap. Ouais, complètement. Et comment est-ce que ton rapport à l'argent il a changé ces dernières années ? Si, il a changé d'ailleurs, peut-être qu'il a pas changé spécifiquement. Là pour le coup il a pas tant changé que ça. Vraiment, alors je me paye plus qu'avant, et ça je peux raconter un petit peu l'histoire, c'est que même quand je faisais 1 million d'euros, mon premier million, je me payais 2 000 euros par mois. Et jusqu'au jour où ma comptable m'a dit, mais Aline, tu te rends compte que t'es la personne la moins bien payée de ton équipe. Et au bout d'un moment, je suis en mode, ah oui, c'est vrai. Donc j'ai haussé mon salaire, mais tu vois, mais même encore aujourd'hui, et je peux partager ça de manière très transparente, je gère 2 entreprises, 3 si on compte la holding, mon salaire net, tout confondu, dividendes, les 2 entreprises, machin tout, c'est 4 000 euros net par mois, ce qui est énorme comme salaire par rapport au SMIC, par rapport à la plupart des Français, etc., mais qui est très éloigné de la réalité de beaucoup d'entrepreneurs qui sont à plusieurs 7 chiffres ou qui ont plusieurs entreprises qui, eux, sont entre 10, 20, 30 000 euros par mois. Et en fait, ça me va très bien parce que moi, j'ai juste bêtement fait les calculs de combien j'avais besoin pour vivre confortablement le lifestyle que j'ai envie de vivre. J'ai une très belle vie, j'ai pas non plus des goûts de luxe et en fait, j'ai pas besoin de plus. Le reste, ça reste dans l'entreprise, c'est réinvesti, on place l'argent, on met des comptes à terme, on épargne, enfin voilà quoi. Waouh, je trouve ça hyper intéressant. C'est rare d'entendre ça, je trouve. Mais du coup, j'ai l'impression que tu es détachée d'une certaine manière de l'argent. J'ai jamais fait ça pour l'argent. C'est ça le pire. Ça paraît très hypocrite dit comme ça, mais ça a jamais été mon driver. En fait, je voulais faire 1 million pour me prouver que j'étais capable de le faire, mais j'ai jamais fait ça parce que j'avais des rêves de vie, de luxe ou de trucs comme ça, en fait. Et peut-être que c'est ça, finalement, aussi, qui t'a potentiellement donné... Je sais pas, je réfléchis à voix haute, mais peut-être que ça t'a aussi aidé à ne pas lier ta valeur à cet argent que tu allais gagner, mais plus à le voir peut-être comme un jeu ou comme un challenge, un défi. Mais je pense que ça aide aussi à garder la tête sur les épaules, parce qu'après, quand tu brasses énormément d'argent, et encore une fois, quand tu fais beaucoup d'argent, tu as beaucoup de gens qui viennent te voir avec de très bonnes idées sur ce que tu devrais faire avec ton argent. Et certains qui ont vraiment de très bonnes intentions, d'autres un peu moins. Mais du coup, le fait de ne pas attacher ta valeur à ça, ça te permet de rester
plutôt objective et détachée. Et je pense que l'argent a besoin de beaucoup d'objectivité pour être bien géré, de beaucoup de neutralité. Pas d'émotion, pas de choses comme ça. C'est un peu ma... Ouais, j'ai l'impression que t'arrives bien à avoir ce recul émotionnel. Ouais. Est-ce que c'est tes parents qui t'ont appris ça ou comment ? Parce que je te dis ça parce que je pense que beaucoup de gens ont clairement pas grandi avec cette capacité-là, tu vois, et qui ont peut-être vu leurs parents dépenser inconsciemment, enfin je sais pas, sans vraiment avoir d'intention concrète de construire quelque chose. On n'a pas vraiment de cours d'éducation financière à l'école, on ne sait pas trop comment, même qu'est-ce que c'est qu'investir, est-ce qu'on peut investir, est-ce que tout le monde peut investir. Et toi, j'ai l'impression que tu as quand même cette capacité à voir l'argent comme un outil, comme une ressource, sans pour autant le dépenser de manière un peu inconsciente. Est-ce que c'est tes parents qui t'ont transmis ça ou est-ce que tu as appris Il y a eu, je pense que c'est 70% d'éducation. D'éducation. Nous, on a grandi sans argent. On était, je ne peux pas dire pauvres parce que j'ai jamais manqué de rien, mais les vêtements, c'était les voisins qui nous les donnaient, les choses comme ça. Donc, on n'a pas eu beaucoup d'argent quand j'ai grandi. Après, un petit peu plus, parce que mon père a revendu son entreprise. Mais même encore aujourd'hui, quand il va faire les courses, lui, il veut les étiquettes rouges au supermarché, des produits en promo parce qu'ils vont périmer. C'est devenu une blague dans la famille de c'est étiquette rouge, étiquette rouge. Et en fait, on a toujours grandi dans ce mindset de faut faire attention à l'argent. Qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas. Et surtout, en fait, l'argent, c'est pas ça qui crée du lien, c'est pas ça qui rend heureux, c'est pas ça qui fait qu'on va vivre une journée ou une vie pleine, remplie, épanouissante. Et donc, en fait, j'ai toujours été assez détachée par rapport à ça, et qui fait que même quand j'ai eu plus d'argent, alors bien sûr que mon lifestyle a changé, Mariam, tu vois, je vais pas te mentir, Oui. Il a rien à voir avec ce qu'il y avait il y a 6 ans, mais je ne vis pas à travers ça et pour ça, effectivement. Ouais, je trouve ça rafraîchissant, je trouve, comme perspective, parce que c'est pas forcément ce qu'on voit habituellement, je trouve. Ce qu'on a tendance à voir, c'est en fait, tu gagnes plus d'argent, donc tu en dépenses plus, tu te permets toutes sortes de choses et surtout, je pense qu'on peut tomber très facilement dans un ego trip. Je sais pas si tu l'as déjà vu ça autour de toi. Beaucoup. Ouais. Je pense que l'argent révèle, en fait, qui t'es au fond de toi. Ça met en exergue ou alors ça ouvre la porte de ce qu'il y avait enfoui. Et quelqu'un qui n'a pas cette relation sereine à l'argent, en fait, plus tu en donnes, plus ça va se voir aussi. Après, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, Bien sûr. Il y a des personnes que je connais qui sont drivées par cette envie de montrer la richesse, de s'acheter des nouvelles voitures, des nouveaux apparts, des nouveaux sacs à main, tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Et en fait, à chaque fois, j'ai envie de leur dire, mais si ça te rend heureux, mais go, vas-y, quoi. Si c'est ton but dans la vie, c'est comme ça que tu t'épanouis, la vie est courte, allons-y. Mais si tu fais ça juste parce que tu penses que c'est ce que les réseaux sociaux demandent de toi, parce que quand t'es entrepreneur, que tu gagnes de l'argent, il faut s'acheter tel sac, alors là, tu vas être très malheureux dans ta vie, quoi. Ouais. Mais moi, je trouve ça, personnellement en tout cas, et je pense que chacun est différent là-dessus, mais quand je suis, et c'est assez rare d'ailleurs que je suive des gens comme ça, mais quand je vois des entrepreneurs qui montrent un certain lifestyle, ou qui sont, tu vois, dans cette optique de gagne plus d'argent pour pouvoir t'acheter tous les sacs que tu veux, pour pouvoir avoir la voiture, je sais pas, le dernier modèle de G-Wagon ou je sais pas quoi, peu importe. Et pourtant, j'adore les belles choses. Moi, je vais pas mentir, j'adore le luxe, j'adore les belles choses, etc. Mais il y a quelque chose que je trouve assez vide là-dedans. Et je trouve que c'est vachement beau ce que tu fais et ce que tu es aussi, parce que tu incarnes un modèle de personne qui entreprend, non pas juste pour nourrir ce truc de consommation un peu impulsif qu'on peut avoir pour justement apaiser nos névroses, parce que moi je suis persuadée qu'il y a un lien entre les deux, mais au contraire qu'il y a vraiment quelque chose de plus profond pour toi, tu vois, de jouer au jeu de l'entrepreneuriat, d'avoir de l'impact, d'aider les gens. Et ça, c'est un modèle que je pense que beaucoup de gens ont besoin d'avoir pour pouvoir, tu vois, entreprendre différemment et se rendre compte que tu peux avoir un impact positif sur la société, en même temps être libre, entre guillemets, financièrement, parce que tu n'as plus besoin d'avoir cette... Il n'y a plus ce stress. Ce stress, parce que c'est un énorme stress quand t'as pas... Ah, c'est une pression énorme. Hein. C'est horrible, ouais. Je pense que ça, c'est vraiment... Je reviens, je me permets, fais c'est même pas un cut dans le podcast. Regarde-moi en ligne. Ok, ça marche. Comme ça, j'ai montré un truc aux gens. Ah, trop bien. Parce que, traitez-moi d'hypocrite, je dis, faut pas faire ça pour les sacs et tout. Je me suis pointée avec, alors j'espère qu'on le verra à la caméra, mon sac à main Yves Saint Laurent. Mais il a une histoire, ce sac à main. Ah, raconte-nous.
c'est pour dire qu'on peut aussi aimer les bonnes choses et en même temps vouloir impacter le monde, etc. C'est que ce sac, c'était le cadeau de moi à moi quand j'ai fait mon premier million. Ah, j'adore. Voilà, et donc maintenant, à chaque fois que je le porte, j'ai 2 sacs à main de luxe. J'ai celui-ci, j'en ai un que mes amis m'ont offert pour mes 30 ans, qui est un tote bag Chloé que j'adore. Et en fait, je pense qu'on peut aimer les belles choses, mais qu'elles aient une symbolique pour nous, sans que ce soit un nouveau sac par mois. Et en fait, je veux pas tirer dans les pieds de quelqu'un... Enfin, je veux pas paraître pour quelqu'un qui dit qu'il faut pas avoir un lifestyle de luxe, parce que j'ai fait les business class, j'ai fait les hôtels 5 étoiles, j'adore ça. Comme toi, si je peux me faire un tea time à 70 balles au Ritz ou au Crillon, parce que c'est un gros kiff avec une copine, mais je le fais. Mais en même temps, c'est pas ça qui drive, c'est pas toujours plus d'argent, et c'est pas un lifestyle que j'affiche sur les réseaux sociaux de manière ostentatoire et tout. Donc je pense qu'on peut avoir le meilleur des deux mondes, et que la clé dans tout ça, en tout cas que j'ai trouvé pour moi, c'est en fait je m'attache au moment et au symbolique des objets, mais je m'attache pas à la somme qu'il y a sur mon compte en banque, et l'argent reste très neutre pour moi. Voilà. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant ce que tu viens de dire, parce que j'en parlais avec mon amie Sophie Chag, je te parlais d'elle avant, et elle me disait justement que plus l'argent est neutre pour toi, plus tu en gagnes. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? 100% d'accord. Ok, je veux bien que tu nous expliques, parce que je trouve ça fascinant, moi, vraiment. Je pense qu'il y a une vérité et un secret là-dedans que beaucoup de gens ne captent pas. Parce que, tu vois, moi, ce qu'elle me disait, c'est plus tu as peur de tout perdre, moins tu gagnes. Plus tu es à l'aise avec le fait de tout perdre, limite, tu peux même plus payer ton loyer du jour au lendemain, plus tu gagnes. Et j'en parlais avec un ami à moi à Dubaï il y a quelques mois qui a vraiment réussi, qui est multimillionnaire, et il m'a dit un truc, et je te promets que ça m'a fait un déclic incroyable. Je lui disais, oui, mais tu sais, moi je trouve quand même que quand tu sais pas si tu vas pouvoir payer ton loyer et tout, c'est quand même stressant d'être dans une situation... Tu sais, on avait une discussion assez large sur l'argent, et je lui disais, mais c'est quand même dur de pouvoir gagner de l'argent quand t'es entrepreneur et de te dire, mais est-ce que je vais réussir à payer mes factures, etc. Et il m'a dit, alors qu'il est dans une posture où il a clairement pas besoin de se poser la question s'il va payer son loyer ou pas, mais il m'a dit, tu sais, moi, je triomphe quand je ne sais pas si je vais pouvoir payer mon loyer. Il m'a dit, si je ne sais pas si je vais pouvoir payer mon loyer, il y a un truc qui se réveille en moi où je sais que je vais cartonner. Et ça a débloqué un truc dans ma tête, parce que dans ma tête, j'avais fait l'association. Si tu sais pas si tu peux payer tes factures, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe, c'est un danger total. Si c'est un danger total, tu peux pas triompher, en fait. Et quand il m'a dit ça, c'est comme s'il y avait un truc qui s'était débloqué de... Mais finalement, être prêt à tout perdre et être à l'aise avec le fait de pas savoir si tu vas payer tes factures, si tu vas pouvoir payer tes factures, ou... c'est comme si ça te donne une amplitude que tu n'as pas, tu vois, si t'es dans le cas inverse. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Ça me fait penser à une métaphore, je pense, qui va parler à tout le monde. Tu sais que c'est toujours ces meufs qui en ont rien à foutre des mecs, où tous les mecs leur courent après. Tu vois ? Parce qu'elles sont complètement détachées, etc. Il y a pas, même pas genre la prétention de dire non, mais moi je peux avoir n'importe quel mec que je veux, ou des trucs comme ça. En fait, c'est quand tu te fous de quelque chose que tu as l'impression que cette chose te poursuit. C'est donc trop vrai. Il y a le côté un peu très spirituel de loi de l'attraction, de money mindset, on en parle beaucoup. Mais même d'un point de vue très concret, en fait, une personne qui vend sur les réseaux sociaux, qui a vraiment besoin de gagner sa vie et qui a vraiment besoin de payer ses factures, en fait, sur du micro non-verbal, ça va se voir, ça va se lire, ça peut être l'intonation de voix, ça peut être la posture, ça peut être la manière de communiquer, le choix des mots. C'est très subtil, mais ça parle d'un inconscient à un autre, et ça a une énergie que certaines personnes vont dire « Ah, c'est un peu repoussant, je lui fais pas confiance, elle a une vibe bizarre », sans même pouvoir vraiment mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Alors qu'une personne qui a pas besoin d'avoir plus d'argent, mais qui vend parce qu'elle croit en son offre, parce que ça lui fait plaisir, parce qu'elle croit en son métier, ben en fait, tout de suite, on va avoir l'impression qu'elle n'en cherche pas après notre argent, mais qu'elle a vraiment quelque chose à offrir. Et moi, je suis convaincue que ça se ressent, mais d'humain à humain, d'entrepreneur à client, d'une relation à une autre, etc. C'est tellement vrai ce que tu dis. Tu vois, c'est un peu comme si, par exemple, j'ai vu un film incroyable, je viens te voir, et je t'en parle avec une énergie de dingue, parce que je suis tellement inspirée par ce film, et je suis persuadée que toi aussi, il t'aiderait, ou en tout cas que tu aimerais regarder ce film.
Mais c'est neutre pour moi, finalement, si tu le regardes ou non. C'est toi et... T'as pas d'enjeu. Voilà, c'est toi et toi, tu vois. Mm-hmm. Est-ce que tu vas bénéficier de ce que je viens de te partager? Parce que je t'offre, finalement, une information qui peut t'aider si tu la saisis. Mais si tu ne la saisis pas, bah, il n'y a aucun enjeu pour moi. Mais comme tu dis, quand tu mets de l'enjeu et quand c'est pas neutre pour toi, tu repousses cette énergie de l'argent. Ouais. Je pense. Si tu parles d'un point de vue spirituel, on pourrait dire ça exactement. T'as cette croyance, toi, que l'argent, c'est de l'énergie? J'ai du mal à me positionner. En fait, oui et non. À un moment, j'y croyais beaucoup. Aujourd'hui, je pense que j'ai pris un peu plus de recul et un peu plus d'objectivité par rapport à ça, où je le vois plus à travers le prisme que je t'ai expliqué de... En fait, dans tes micro-actions, tes micro-pensées qui dictent, en fait, tes émotions dictent tes pensées, qui dictent tes actions, etc. Je pense qu'en fait, ça se ressent, consciemment ou inconsciemment. Ouais. Est-ce que d'un point de vue quantique, l'argent attire l'argent? Je ne sais pas. J'ai pas les connaissances scientifiques pour répondre à ça. Ouais, je comprends. Et tu vois, la question que je me pose pour les gens qui nous écoutent et qui sont dans cette phase peut-être où ils gagnent pas encore d'argent avec leur entreprise, mais qui ont envie de vivre de leur activité, comment est-ce qu'ils pourraient faire pour pouvoir vendre leurs services sans justement émaner et dégager cette énergie un peu désespérée de « il faut que je vende, sinon je vais mourir, sinon c'est la fin du monde », tout en n'ayant pas encore suffisamment vendu pour être à l'aise. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En fait, incarner cette version 2 qui vend en étant serein, safe, en sécurité, tout en ayant en pleine conscience que ils n'ont pas suffisamment d'argent sur leur compte pour se sentir en sécurité. Qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes comme ça? Comment je fais pour ne pas transpirer ça quand je transpire ça? Exactement, parce que, ouais. Alors là, je vais te donner ma version à moi, mais je sais qu'il y a des personnes qui fonctionnent totalement différemment. Donc c'est que ma version à moi. Regarde-moi en train de lisser encore mon truc. non, mais pour le coup, vraiment, c'est un peu, il y a deux clans là-dedans, il y a deux écoles. Je pense que ce qui aide, c'est de retirer l'enjeu. Et je vois tellement de personnes qui se lancent, qui me disent « Non, mais l'entrepreneuriat, c'est ma dernière chance. Dans 6 mois, j'ai plus de droit à chômage. Si ça fonctionne pas, ça ne fonctionnera jamais et tout. » Et en fait, effectivement, là, tu es en mode « Ok, tu rentres tout droit dans ton truc de tu vas transpirer le manque d'argent dès que tu vas essayer de vendre. Ouais. » Et en fait, à chaque fois, je leur dis « Ok, alors, dans ce cas, il faut t'enlever la pression. Il faut déconstruire. Il faut que tu te concentres sur le jeu, sur le kiff et non pas sur l'enjeu qu'il y a derrière. Et le meilleur moyen de faire ça, c'est de prévoir des plans B, C, D, E, F. Mais pas juste sur papier, de te dire alors je pourrais demander de l'argent. Non, c'est prévois-toi un plan. Qu'est-ce qui va se passer si je vends pas? Qu'est-ce qui va se passer si mon offre n'est pas un succès? Qu'est-ce qui va se passer si je lance ma boîte et que finalement elle ne décolle jamais? Et d'avoir des vrais backups, et même pas qu'un seul, au moins 2 ou 3, qui font que si jamais ça se produit, eh ben, je sais que j'ai aucun souci à me faire. Et ça, je me l'applique tout le temps. C'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que ce que tu es en train de dire, c'est... Parce que tu vois, moi j'ai la croyance qu'il ne faut pas de backup. C'est pour ça que je dis qu'il y a deux écoles. Il y a l'école brûler les bateaux. Et comme ton ami aussi qui te disait, c'est là où je me sens le plus créatif. Donc, vraiment, pour le coup, je crois vraiment aux deux écoles. Ouais. Donc, je suis d'accord avec toi. Il y a des gens, par exemple... C'est intéressant ce que tu dis. Il y a des gens qui sont salariés, par exemple, et qui vont lancer leur boîte à côté de leur job 9 to 5, et ils vont mais triompher comme ça, en fait. Ils vont exploser, ça va super... J'en connais d'ailleurs qui arrivent vraiment à... J'ai une cliente à moi qui fait aujourd'hui 5 000 € dans son activité, mais elle est à côté de ça, elle est salariée, tu vois. Donc c'est incroyable, et elle va petit à petit démissionner, etc. Moi, je sais que me connaissant, ça aurait été impossible. Je veux pas être trop catégorique là-dessus, mais j'ai remarqué, et plusieurs fois dans ma vie, que si je ne suis pas dans une situation de stress au pied du mur, où je me dis, mais en fait là t'as pas le choix, j'ai pas suffisamment d'intensité pour bouger. Mais donc je suis d'accord qu'il y a deux écoles là-dessus. Ok, maintenant, imaginons que tout ce que tu as produit comme contenu, comme podcast, comme vidéo, etc., soit effacé d'Internet, du jour au lendemain. Catastrophe. Il n'y a plus rien, ok? S'il y avait seulement 3 clés, 3 informations que tu aimerais que les gens retiennent et connaissent de toi, de ton expérience, de ce que tu as envie de transmettre aux gens, ce serait quoi? Sur le côté entrepreneuriat ou tout confondu? Tout confondu.
Donc après l'épisode vodka, Ben Jerry's, chouinage sur le canapé, j'ai plus de contenu en ligne, t'as plus rien. c'est la fin de ma life. T'as plus Ok. rien, mais t'as juste la possibilité de donner 3 informations, 3 leçons, 3 clés, ce que tu veux, mais qui vont impacter les gens et qui sont le cœur de ton message. La première qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est la seule règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Et vraiment, je pense que et j'espère que les gens auront compris ça de ce podcast, c'est qu'en fait, il n'y a pas de règles et il n'y a pas du tout une manière de faire les choses qui va faire que ça fonctionne. Et malheureusement, on vit dans un prisme où tout est biaisé parce que quand on interviewe ceux qui ont réussi, ils vont nous dire ce qui les a fait réussir. Mais pour toutes les personnes qui disent passe à l'action, passe à l'action, passe à l'action, il n'y a que ça de vrai, en fait, combien de personnes sont passées à l'action et n'ont pas réussi ? Certainement des milliards, tu vois. Et donc, est-ce que c'est parce que tous ceux qui ont réussi disent il faut passer à l'action que ça en fait une règle ? Bah, pas forcément. Donc, la seule règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Mais après, et ça c'est mon deuxième enseignement, c'est qu'à partir du moment où on a vraiment conscientisé ça, en fait, tout devient possible. Dans le sens où on s'affranchit, on s'émancipe des dictats de il faut faire comme Aline a dit, il faut faire comme Mariam elle dit. On peut s'en servir comme mentor, on peut s'en servir comme guide, comme boussole, mais toujours se questionner de est-ce que ça fonctionne pour moi et comment je le fais fonctionner pour moi. Ça, j'aime beaucoup ça. C'est quelque chose de vachement important. Ouais. Parce que si t'as pas cet aspect-là, si tu ne cherches pas ce qui fonctionne pour toi, ce sera pas durable. Tu vas t'épuiser ou ça va pas fonctionner. Ouais, parce que c'était la clé de la porte de quelqu'un d'autre et pas de la tienne. Ouais. Exactement, c'est ça. Ouais, vachement important. Et le dernier, je reviens à mon mantra, mais c'est le mieux vaut fait que parfait, en fait. Ouais. Vraiment. Et ça, je trouve que tu l'incarnes vachement bien. Je trouve que tu t'autorises à être dans l'action audacieuse et imparfaite et de pas te mettre la pression de te dire tout doit être absolument maîtrisé. Et ça, je trouve que c'est vachement inspirant à voir. Merci. Ouais, vraiment. Ok, j'ai une petite tradition à la fin du podcast où tu vas devoir sélectionner une carte. J'ai fait un petit... Oh, j'adore. Bon, j'ai pas encore fait le jeu de cartes imprimé et tout, mais du coup, je les ai écrits sur des bouts de papier. Et t'en sélectionnes une, et en fait, l'idée, c'est que tu répondes le plus honnêtement possible à la question. Est-ce que je dois faire comme le jeu de tarot, tu regardes si ta main chauffe Ouais, vas-y, sans les énergies. Sans les énergies. Allez, je prends celle-ci. Ok. Et je te rends ça. C'est une question, c'est ça ? Ouais. La question, c'est est-ce qu'il y a quelque chose pour lequel tu t'en veux encore aujourd'hui ? Intéressant. La question de la culpabilité. Ouais. Grosse question dans ma vie, on pourrait faire C'est un vrai ? épisode de podcast entier là-dessus. Je pense que, alors là on rentre dans les trucs très philosophiques, mais je pense que je m'en veux de ne pas m'être choisie plus tôt. Genre inconditionnellement, tu vois. D'avoir trop voulu vivre par l'acceptation des autres, le regard des autres et tout, et de... Tu vois, on reparlait du masque de la petite fille. En fait, de ne pas avoir choisi la petite fille inconditionnellement plus tôt. Qu'est-ce que tu lui dirais à la petite fille, à la petite Aline, si elle était devant toi ? Qu'elle est top et que je vais prendre soin d'elle. Ouais. Ouais. J'ai l'impression que tu t'es vachement réconciliée avec, du coup, cette part-là de toi. Ça a été, je crois, mon gros travail de ces 12 derniers mois. Ces 18 derniers mois ont été extrêmement durs, surtout l'année 2024, en termes pro-perso, à plein d'égards. On rentre pas dans les détails parce que ça serait un épisode de podcast entier, mais ça a été tous les apprentissages d'une vie sur 12 mois, y compris de se choisir dans la tempête, se choisir quand tout le monde te dit c'est pas comme ça qu'il faut faire, se choisir quand tout le monde te dit t'es pas assez bien, enfin voilà quoi. Se choisir, j'aime beaucoup, c'est fort comme mot, je trouve, se choisir. Se choisir, ça passe, comme tu dis, aussi par se faire confiance dans nos choix, mais aussi ne pas se laisser chavirer quand quelqu'un nous fait sentir qu'on n'est pas assez ou qu'on est trop quelque chose. Ou que... Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de particulièrement présent chez les femmes, ou est-ce que tu penses que tout le monde a ce sujet-là ? Je pense que tout le monde l'a. Vraiment que c'est... En fait, c'est le parcours de vie d'un être humain, d'arriver à se choisir inconditionnellement et de vivre selon ses valeurs hautes et dans le respect de la société. Je pense juste que la société a conditionné les femmes d'une manière que c'est... En tout cas, notre souffrance se voit plus. Je dis pas qu'on souffre plus que les hommes de ça, parce qu'il y a plein d'autres choses qui entrent en compte, mais en tout cas, notre souffrance se voit plus. Ouais, je suis d'accord.
J'ai trop aimé. J'ai trop aimé notre épisode. Où est-ce qu'on Merci, peut te Mariam. trouver ton podcast Je peux pas, j'ai business, ton Instagram de Beboost. Oui. De toute façon, on va mettre tous les liens en dessous. Je sais pas si t'es sur YouTube aussi. Un petit peu, j'essaye. Ouais, allez, let's go. Mais le plus simple, vraiment le plus simple, c'est Instagram et podcast. c'est encore moi qui réponds à tous mes DM. Trop bien. Pas tout le temps, mais en tout cas, je les lis tous. Donc s'il y a Génial. des personnes qui ont des questions, des choses comme ça, c'est le meilleur moyen. Trop bien. Merci beaucoup. Merci Mariam, Merci, c'était génial. C'était génial.